Bien, je vous souhaite donc la bienvenue, et c'est une rentrée un tout petit peu particulière puisque je crois que nous fêtons le 20e anniversaire du Mercredi du Poète. En effet, nous sommes nés en 1998, suite aux saisons du poème et à la mort de Guy Vic. Donc c'est à peu près, je crois, la 180e séance, qui n'est pas tout à fait mal. Grâce à vous, bien sûr, grâce au public, et grâce aux organisateurs de la première heure, qui ne sont pas là aujourd'hui, je vais les nommer, Monique Aquaviva, Monique Lapédoire et Jean-Paul Giraud, et qu'ils en soient remerciés. Nous abordons donc en ce jour une troisième décade, formons le vœu qu'elle soit aussi riche que nos prédécesseurs nous l'ont léguée. Et pour inaugurer cette nouvelle jeunesse, nous invitons un jeune poète, dans la personne de Frédéric Tizon. Nous le connaissons déjà un peu, il a une œuvre qui marque, qui est remarquée. Il a eu le prix Aliénor en 2016, si mes souvenirs sont bons, et il est aujourd'hui dans la liste des finalistes pour le prix Mallarmé 2018. Derrière l'apparence érudite du titre Aphélie, suivi de Noctifère, se cache une poésie sensible et ouverte. Je retire simplement un vers. Il y a autre chose que le vent, dans le vent qui s'en va. Je vais laisser la parole à Paul Farollier, qui sans doute nous dira quelle est cette autre chose. Paul Farollier va donc nous présenter Frédéric Tizon. Je voudrais le présenter moi-même un tout petit peu. Il est membre de l'Académie Mallarmé. Il a reçu le Grand Prix de poésie de la Société des gens de lettres en 2015 pour l'ensemble de son œuvre, L'entretien devant la nuit. Je crois que Frédéric Tizon peut être honoré d'un tel présentateur qui sait de quoi il parle. Je vous laisse la parole. Quelques remarques, juste quelques indications sur le déroulé de cette séance. J'ai essayé de commenter peu et de laisser beaucoup la parole au poète. Donc il va vous lire, dans le courant du commentaire, il y aura des ouvertures qui permettront au poète de vous lire ces poèmes. Alors on ne dira pas à chaque fois de quel ouvrage est tiré le poème. Donc il y a à la base 4 ouvrages, les Elbas, les Éphigies, le Dieu des portes et Aphélie suivi de Noctifère. Donc ces 4 ouvrages sont tirés des poèmes qui seront lus sans indication particulière à ce moment-là. Autre chose, le plus gros des poèmes sera lu en fin de présentation. Pour vous parler de la poésie de Frédéric Tizon, il est peut-être utile de nous replacer un peu en arrière dans le temps, quoique il soit un jeune poète. Il y a quand même quelques années qu'il s'est révélé à un premier public. Alors, si on remonte à 2005, au printemps de cette année-là, nous avons reçu au comité de rédaction de la revue des Hommes sans épaules un manuscrit. À réception, nous voyons, à premier examen, qu'il tranche assurément sur le flot des ouvrages que nous recevons. Et à travers ces quelques pages qui étaient minutieusement ciselées, nous avons aperçu quelque chose qui brûlait, comme disait René Daumal, dans un silence gros de mille tonnerres. Quelque chose qui était profondément mystérieux et qui, dans notre lecture, faisait événement, faisait irruption, même rupture. Mais qui sait, cela allait peut-être prendre aussi une valeur de promesse pour la poésie de notre temps. Aussitôt, nous avons proposé à l'auteur de publier son poème, qui s'intitule « Adonis ou la bibliothèque recommencée », et ce poème est paru dans notre revue en 2007. À ce stade relativement précoce, il semble que nous ayons déjà aperçu la poésie de Frédéric Tizon plus comme un exercice de la pensée qui descend en soi-même que comme une approche sensitive des choses. Aussi, on pensait y voir une trace mallarméenne. Peut-être c'était pas tout à fait ça, mais quand même, ce qui attestait cette perception-là, c'était des thèmes nettement
Mallarméens, et qui étaient mis en relief le livre avec un grand L, la bibliothèque, le minuit, ce sont des choses que l'on retrouve. Mais il y avait aussi ce goût de l'inachèvement, de l'annulation. Et puis, le beau phrasé de certains vers, j'en cite un tout à fait par exemple, coupé son contexte, où renaît selon tel le songe du héros des mythes d'or. Ce sont des vers qui sonnaient pour nous en une harmonie dont l'époque semblait avoir perdu jusqu'au souvenir. Ensemble, l'énigme et le sens brillaient dans des fragments comme ceux que j'ai détachés et que tout à fait, c'est vraiment fragmentaire et que Frédéric Tison va vous dire. À t'entourer de beauté, négligeras-tu le monde? Forcené. Micro. Je recommence. À t'entourer de beauté, négligeras-tu le monde? Forcené, exalté, entremêlé de toutes choses, belle, avec la branche qui n'a pas tout dit encore. D'Adonis, la rumeur fait parler et vivant et mort en runes transparentes. Qui suis-je, Adonis de lettres dans un livre, voyelles et consonnes en la bibliothèque sanglante. Voici l'Adonis qui brûle dans sa bibliothèque rouge de flammes. Que je brave le vent, si je sais, frêle d'or, et d'un geste naissant, rassembler mes oiseaux dans cet arbre. Nous trouvions là une poésie où semblait pouvoir se renouveler le dialogue avec les mythes. Le mythe ici, c'est celui d'Adonis, et il est aussi maîtrisé que possible, ce qui était très délicat, car il n'est pas pris tel qu'en lui-même, mais il est transporté en esprit. Le poète évoque, vous venez de l'entendre, un Adonis de lettres dans un livre. Le mythe, donc, devenu lisible dans notre contemporain, tout en restant fidèle à ses sources, où le héros se partage entre une clarté qui est celle d'Aphrodite et l'ombreuse mort de Perséphone. Et nous constations également que le poète mythologue se gardait d'oublier l'ascendant végétal de la légende. Adonis est né d'un arbre. Et ici, vous l'avez entendu, il y a la branche évoquée en incipit, et il y a aussi cet arbre en finale. Et il ne négligeait pas non plus l'origine lointaine du mythe, puisque étymologiquement, Adonis se rattache à Adonai, qui est le Seigneur. Et le poète l'invoque comme faux Seigneur de moi-même. Formule où nous voyons d'ailleurs quelque chose que nous allons voir tout à l'heure, qui est le dialogue de soi à soi. Il apparaît ainsi clairement que dans le poème, il y a une relation au mythe. Mais on constate très vite son importance. Mais on comprend en même temps qu'elle n'est que médiate et seconde. Et il en va de même du rapport qu'entretient le poète avec ce qu'il est convenu d'appeler la nature. La poésie de Frédéric Tison n'a pas pour demeure primordiale, mais seulement peut-être pour résidence secondaire, pour appartenance dérivée, la maison de ces quatre éléments, la terre, l'eau, le feu, l'air, que nous légua Empédocle, et qui est venu consolider pour nous l'analyse bachelardienne. Mais il faut bien s'entendre, par nécessité évidente de notre condition d'êtres animés, le poème gardera toujours, ne serait-ce qu'en résonance indirecte, en simple écho, une attache de caractère élémentaire. Seulement, l'univers de cette poésie, chez Frédéric Tison, est comme à double paroi. À l'intérieur du monde naturel, ou ce que nous prenons pour tel, s'est créée une nature seconde qui va servir de conque primitive et privative aussi. Et ainsi se constituera ce vrai lieu à partir duquel et vers lequel s'oriente la parole. Ce vrai lieu, ça me paraît être celui du regard et du désir. Le regard
en lui-même, et puis les regards au pluriel infini dont il est entouré et où il se cherche dans un autre désir. C'est ce lien permanent et multiple qui dialogue et où l'esprit paraît sur son théâtre. De quoi ce théâtre est-il fait? Alors pour la plus grande part, de parcs, de jardins, de châteaux, qui sont eux-mêmes peuplés en cortège d'une statuaire innombrable, gracieuse ou grimaçante, où l'art a puisé dans les mythes. Ce sont des fontaines vives, des eaux dormantes, lieu idéal des ombres, des reflets pour Écho et Narcisse, ou pour la mystérieuse fleur inverse qu'il évoque et que chantait le troubadour. Ce sont des canaux, des estuaires, des ports crépusculaires, comme en peigne Vernet ou le Lorrain. Ce sont d'interminables rues que longe un rêve perpétuel à travers les villes précieuses, comme les nomme le poète, et dans les regards croisés sur l'infini d'une déambulation tout à fait frémissante. Les poèmes qui vont suivre vont, je crois, vous évoquer très bien ce théâtre et cet univers. Tu sièges dans l'air d'un parc plus grand qu'un nuage et plus petit qu'un étang. Tu déclenches un rêve en te promenant. Là l'éclair, le long oiseau noir et vert, la longue musique des gestes de la statue dont le regard est blanc, et l'arbre qui ouvre les bras. Tu vis cela pour le retenir. Un Dieu est-il à la fin de tes pensées, ou bien y passe-t-il, ainsi que la feuille que tu vois là, roulée par le vent? Errant, es-tu ce vent nu dans les villes précieuses? Tournes-tu fenêtres et portes, palais et clochers du côté du soleil? À Gênes, tu arrives le soir, et le port est bleu. Une autoroute longe le palais de pierre médiévale. Tu passes de fenêtre en fenêtre, de terrasse en terrasse, des unes aux autres, la main appuyée sur les balustrades. Tu aimes un visage à Paris, dans les rues grises, dans les rues sales. Et te voilà marchant dans Rouen, dans Reims encore. Selon le matin et le soir, selon le jour te voici dans les rues de Valence, de Colmar, de Trèves et de Bruges, de Toulouse, de Strasbourg et de Lindau sur le Berzé, de Quimper, de Strezza et de Côme. Tu as emprunté des voitures et des trains pour un visage aimé. Tu vis à jamais dans les villes précieuses. Au château de Champs, l'hiver te parle, et ses regards sont là-bas, tandis que sa bouche esquisse une voix. Tu vois frémir l'eau des bassins avant le vent, ouvrant des allées derrière les arbres. Lorsque tu l'appelles, tu n'es pas assez rapide. Déjà les yeux de l'hiver ont envahi tous les limbes du parc. Au nord, une statue patiente sur ses jambes de marbre. Un poème intitulé « Sur un tableau de Claude Gelée dans les effigies ». Jadis, je contemplais Ulysse dans un port de mer, et le soleil accomplissait la brume d'où toutes ses pensées naissaient. J'étais un voyageur parmi les coffres, écoutant les voiles hissés dans les clameurs. J'étais spectateur de la geste d'Ulysse, et son navire était une personne dans le silence jaune. Un poème intitulé « L'ombre de lui-même ». Les jardins moururent, alors furent d'autres collines, furent des traces parmi les cendres d'elle, un lac pour l'ombre des arbres, où il fut autrefois, et des châteaux et des neiges. Il y eut des villes claires, qu'encombrait ni le faux soleil, et sans lune de pierre, où il marchait. S'y serait abîmé, sans le savoir, un ange aveugle ou muet. Toutes les fenêtres battirent, toutes les portes. Il regarda le ciel descendre et monter, les toits s'appesantirent, où furent d'autres oiseaux. Un autre poème encore, intitulé « Sur un tableau de James Ensor ». Aimerais-tu vivre dans le domaine d'Arnheim, dans l'ombre lente et l'heure absolue des couleurs, là, le noir des sources,
l'humide du rouge et le frissonnant de l'orange, comme un jardin sombrement heureux. Là, l'étonnement, ici le vaste du vent qui parle, là, tes deux mains dans les branches, le faste de ton manteau parmi les arbres, ici l'appel, là le murmure des feuilles en flammes. Il n'y aurait rien dans le domaine d'Arnheim que tu ne saches aimer, rien dans tes regards que tu ne touches ni ne murmures à ton tour. Un autre poème encore, intitulé « Celui qui est ». Je suis, dit le parc, ce qu'il faudrait que ce soit, à jamais, et partout sur la terre, et même la mer, et même la montagne seraient des songes de cristal s'ajoutant aux pensées de mes allées qui séparent les temps sombres et clairs. Un poème intitulé « Antimatière ». J'ai dansé seul dans le parc, à lui seul musique, parmi les statues que le lièvre aurait entraînées, dans la danse que je créais dans la voie lactée, celle qui se reflétait dans le bassin où j'ai failli tomber, fragment d'étoiles depuis longtemps caressant, l'idée d'un corps noir m'inspirant amoureusement. Un poème intitulé « Couleur » au pluriel. Mes vêtements accordés au jardin, lorsque j'allais sur les tapis d'herbe, mon gilet de rinceau et ma veste d'écorce n'effrayaient aucun des oiseaux. Là, les statues descendaient dans les pièces d'eau, et toi dont la tête se perdait dans les arbres, comme tu régnais, je fuyais sous ton regard aimé l'huile, et de mon ombre même, tu faisais l'une de tes saisons. Un poème intitulé « Trame ». Dans un parc se cache un désir qui t'appartient au milieu de tant d'autres arbres et de fleurs que tu en confonds la couleur, rouge ou verte sur fond d'or. Et il pleuvait hier dans le parc, et l'or, impatient d'un visage, persévérait malgré les naufrages. Un autre poème intitulé « Loin le feu ». Au loin, les ombres étaient plus blanches. On eût dit qu'elles brûlaient, et que des voix en savaient davantage que toutes nos histoires et passaient. Au loin, ce n'étaient que des visages incessants. Un autre poème intitulé « Histoire du clair du temps ». Je te nourrissais dans le luxe des parcs, mais l'eau, lorsque j'eus soif, fut ta voix, celle que j'écoutais dans les branches, celle-là plus bas, celle-là là-bas que je te soufflais pour augmenter ton murmure. Mais tes pas, les lenteurs plus basses et les humidités, je les savais parmi les feuilles tombées que tu déplaçais dans l'allée. Lorsque tout ton corps attendait mon histoire, patientant sur mes lèvres, au temps d'un soleil ou d'un espoir. Un dernier poème enfin, pour l'instant, intitulé « Pays du regard ». Je crois que j'ai aimé ce pays et cette ville qui me serrait le cœur, ces musées des beaux-arts et ces jardins, soudains comme des flûtes et des hauts bois. Dans ce pays que j'aimais, ce fut toute la journée le même ciel, mais aussi l'ombre de ta musique que signala un nuage en passant. Vous venez de l'entendre, ce pays dont il est question, c'est au fond une nouvelle physis qui s'est constituée pour le poète. Ce monde second, plus on le regarde, plus il semble aspirer au premier rang. Quel est-il? Sans doute un espace mental bâti à raison d'un désir essentiellement esthétique. Il est gouverné donc par la beauté, grande originalité dans notre poésie d'aujourd'hui. Nourri à 1000 sources antiques et médiévales, profondément ancrées dans la tradition, la conception traditionnelle d'un primat mythique de la poésie. Mais il ne faudrait pas en déduire pour autant que la sensibilité puisse ici uniquement se révéler dans les plus hautes régions du nous. Tout au contraire, nous la voyons particulièrement accueillante à des expressions tout à fait modestes et humbles. Et d'ailleurs, c'est l'auteur lui-même qui peut le mieux nous entretenir des variations et des tempéraments subtils de ce monde qui pour lui est essentiel. Et il l'a fait, en réalité, au tout début d'un livre
hautement poétique, bien que pas du tout constitué de poèmes, mais plutôt d'études et d'exégèse. Ce livre s'appelle « Selon Silène », il est paru cette année. Nous en extrayons un passage extrêmement significatif où ce monde est décrit, donnons la parole au poète. Il s'agit du début du texte, qui est une étude sur le personnage de Silène dans la mythologie grecque. J'aime les rois mous, les princes légers, les petits maîtres et les poètes mineurs. J'aime ces silences, ces murmures. J'entends là les silences, les murmures dans les chroniques, dans les livres célèbres ou célébrés, parmi les paroles humaines convoquées au grand banquet des opinions délébiles. N'y décèle-t-on pas cette sorte de paix blanche, de paix secrète et scintillante qui est celle d'après l'orage? Or, il est des orages ignorés, au cœur du silence, qui ne foutent aucun bruit. J'évoque aussi le calme des pensées et des mœurs, l'absence d'ambition vulgaire, les chatoiements discrets, les rêveries précises et délicates, les propositions sans cri, l'ironie simple, mais aussi les ombres étranges et douces, les eaux qui dorment, les choses sombres, toute la menace sourde et perpétuelle de la vie. Et ces divinités discrètes des bois, les elfes furtifs, les fées malicieuses, peut-être dangereuses. M'attirent les coulisses, la porte dérobée, la cave ou le grenier, l'autre chemin, l'impasse apparente qui soudain, ou lentement, se révèle passage ou traversée. J'aime les règnes fades, les royaumes flous, les royautés minuscules, le judicat d'arborée, les petites églises et les chemins sans pavement. J'aime la Neustrie et l'Austrasie. J'aime le nom du canton de Turgovie, celui de la Transylvanie. J'aime Mélisande de Jérusalem, l'épouse de Foulques V d'Anjou. J'aime la dame de Casteldose. J'aime, en parcourant les livres d'histoire, les amants sans nom ou les noms des amants, les épouses répudiées, les héritiers sans descendance, l'enfant sans père ou Louis XVII abandonné, les oubliés, les tardifs, les retardataires, les tombés du dictionnaire, Dominique Finot, Claude Opile, Michel Vieuxchange, maints et mains autres. J'aime les digressions, les détails, les allusions, les bifurcations, les versions contraires et les 4 évangiles. Les défaits dans les livres, les prières d'insérer, les ratums, les notes de bas de page, les index, les glossaires, les cartes, les bibliographies et les généalogies. Et dans les dictionnaires, j'aime les préfaces, les avant-propos et les avertissements. Dans les musées, le tableau oublié, au cartel indécis, l'attribution incertaine, l'esquisse, le marbre négligé, ou l'angle imprévu que crée un regard sur la statue qui semble anodine. Dans les églises, ce vitrail minuscule, cette obscure chapelle enfumée. J'aime la sonate et la sonatine, la note intime au sein du cosmos symphonique, et toute l'œuvre d'Erik Satie. J'aime l'anecdote, le filigrane, la surprise, au sens aussi de ce moment de la 94e symphonie en sol majeur de Joseph Haydn. L'épisode, les traces oubliées, incertaines, les variantes des mythes et des légendes, et l'interprétation qui tâtonne et doute. J'aime des romans, des fables et des récits, les personnages secondaires. Cet univers foisonnant de votre poésie, Frédéric Tizon, nous le voyons osciller entre deux pôles constamment. D'un côté, la spiritualité, l'abstraction, l'apollinisme, et puis de l'autre, le dionysisme, bien entendu, le concret, la sensualité. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette dualité? Comment la vivez-vous en tant que poète? Alors, il est vrai que le dionysiaque de l'apollinien ou le dionysisme et l'apollinien sont deux pôles essentiels de l'expérience d'être au monde et qui nous constituent, si on croit Nietzsche. Et cette dualité dans le poème, il me semble qu'il ne faut pas la voir comme un dualisme, mais plutôt comme quelque chose qui peut être complémentaire, qui a une complémentarité, dans un mouvement de balancier. Et une complicité peut s'instaurer entre ces deux pôles, entre le pôle apollinien et le pôle dionysiaque. Alors, souvenons-nous de la définition de Paul Valéry dans les fragments de Tel quel, selon laquelle le poème est une, je cite, hésitation prolongée entre le son et le sens.
Alors le son, ce serait Dionysos, la danse, la musique, ou plutôt la musicalité du vers. Et le sens, Apollon, la représentation, l'image et l'univers pensé. Dans le poème, il me semble qu'il est difficile de trancher entre ce qui relèverait exclusivement de l'abstrait, du mental, et ce qui aurait trait seulement au concret, avec beaucoup de guillemets, bien sûr. Il existe, selon moi, toujours une tension entre les deux. Il existe donc des degrés. Et dès lors, on pourrait parler, si je reprends la formule, si je me souviens de la formule de Paul Valéry, on pourrait parler d'une hésitation entre l'intellect et l'essence. L'essence, c'est-à-dire le sens, l'ouïe, la vue, le toucher. Alors si j'évoque une ville, par exemple, une ville précieuse, dans le Quai des Portes, c'est non seulement une ville que j'ai visitée, bien entendu, avec ses rues, ses bruits, ses palais, ses visages, ses jardins, ses ciels. Mais c'est aussi un objet mental, visité par la mémoire et comme enchanté par elle. Et je pourrais alors très bien, en parlant de vie précieuse, en parler comme d'un souvenir de Ninive, 7e siècle avant Jésus-Christ. Ninive, l'ancienne ville d'Assyrie. Très, très révolutionnaire. Et donc, selon moi, le poème est un regard, mais à la fois donc le résultat d'un regard, et un regard continu, un regard qui continue d'agir. Alors, il est une aventure de l'esprit qui se passe dans le langage, on entend, mais il est irréductiblement tissé de l'expérience sensible d'une personne dans un lieu donné, dans un temps donné. Et alors on peut parler parfois d'un tiraillement entre le vrai et le réel, avec ça avec des guillemets, mais selon moi, le poème est justement le lieu où peut se résoudre ce conflit. Merci. Tout à l'heure, nous avons tenté de caractériser le vrai lieu de votre poésie. Et on avançait que ce lieu était celui du regard et du désir. Alors, je voudrais revenir à ces deux aspects de l'œuvre qui me paraissent fondamentaux. Et on va prendre votre dernier livre, Aphélie, suivi de Noctifère. Vous démarrez ce livre par quelque chose que font rarement les poètes, que vous vous expliquez dans un liminaire qui est très lucide, non pas sur la totalité de votre poésie, mais sur sa part intentionnelle, ce que vous vouliez mettre, et donc sur le sens profond de votre engagement poétique. Et si j'ai bien compris, il s'agit pour vous de laisser parler le lointain que vous regardez en vous-même. Donc explorer votre lointain intérieur, comme ce qu'avait fait Michaud, mais bien sûr d'une toute autre manière. Ce que regarde ici le poète, c'est son propre regard. Et je crois que c'est sa découverte capitale. Son regard dans l'intime, je le cite, n'est peut-être qu'un immense regard partagé, éparpillé. Le poète est allé au fond suffisamment loin, en Aphélie, justement, c'est-à-dire très loin, à la distance où mûrit son retour vers le monde, et il y est allé, et là aussi c'est lui qui dit ces mots, chargé de regards étonnés. Et là, il peut comprendre qu'il n'est pas à lui seul sa propre origine, mais qu'il est, au fond, la soif d'un plus vaste regard. Alors, dans ce regard se composera peu à peu le visage inaltérable que tous recherchent de toute éternité et pour lequel, dans cette cohorte du Logos, peut-être le poète s'abreuve à son tour au reflet d'une éternelle fontaine originaire. Et on pense à cette fameuse Castalie dont les eaux couchent encore dans le vallon de Delphes. Alors là, il va y avoir quelques poèmes où on voit ces regards et toute cette cohorte. Je lui laisse la parole. À bien des égards, le premier texte que je vais lire est inaugural, puisque c'est le premier du
premier publié par l'éditeur du livret des Admirations en 2010, donc issu des Ailes basses. Le jardin de regard. Tel d'écho, la pensée splendide, de perdre à la fin Narcisse dans l'eau. Je sais ce jardin où je me sème. Si je brise ce jour la jeune image dans l'arbre, au miroir de moi-même, reflété dans le feuillage, et me devance, souriant, désenlacé des branches, où je me vois encore, traversé d'oiseaux lents, et m'allonger au jardin blanc d'arbres encore, comme de plus lentes fleurs, me délivre encore la geste des jours, où me rêve déjà le calme vieillard dans son jardin de regard. Un autre poème issu du même livre. L'autre ou le passant dans la ville. Il eut ses yeux pour voir, et plutôt que de voir, il était vu. Et tous ses regards passaient autour de ses silhouettes, telles d'invisibles buées. Fumées dans ses rues froides, blanches secondes tombant le long de ses villes, ses lacs, à la périphérie de ses villes. Où t'égarais-tu? Dis-le-lui, cœur voyant, que l'ange de la pensée voilait d'une aile. Si soudain, selon l'éclair, il sent sur lui tous ses regards contre son miroir englouti. À présent, quelques textes issus du Jeu des Portes. Il paraît que la ville est si petite depuis qu'on a coupé l'arbre mort. On dit que le ciel y semble une affreuse blessure. On raconte que mes paroles sont la porte qui tremble et que les milliers de visages s'attardant aux fenêtres sont miens. On raconte encore que c'est moi, ce regard singulier. On raconte encore que c'est moi, ce regard singulièrement bleu qui vous suit, tandis que vous avez perdu la mer. L'histoire de mon visage, paraît-il, est connue. Il paraît que je suis le miel de la vie, que je suis son sel et son froment. Il paraît que je suis vaste et léger, que l'on danse sur les dalles de mes palais, dans les plus hautes salles. Il paraît que j'œuvre dans la clarté des regards, et même que le ciel, longtemps, a traversé l'évidence de mes yeux. C'est une fleur souterraine, et c'est un visage. C'est un jardin qui fait d'une fleur un visage. Il est une autre fois où c'est une flûte qui parle, une voix de roseau qui dit seulement le pauvre secret d'une fleur et d'un visage. Déjà, les vents les bruitent à la face du jour. J'aurais vécu parmi des êtres sombres et des visages clairs, dans l'étonnement de la ville et ses lambeaux de lumière. Je suis encore le pays que tu sondes, me dit ton regard. J'aurais, peu à peu, su entendre le vent qui contient nos secrets. Me tenir dans ton jour et la connaissance de tes oiseaux. N'est-ce là ton nom qui vient dans le soleil? N'est-ce là ton pas de danse, l'alarme de ton chant? L'air est excessivement clair, et l'heure est telle qu'une pierre pourrait éclore. À peine éveillé, debout près des draps froissés, tu regardes par la fenêtre. Des visages parlent dans le frimas des trottoirs et des vignes. Les poitrines s'ouvrent à la musique, au vent, au jour. Ô jaillir, tu descends au cœur de la ville réelle et blanche. Dans les allées d'asphalte et d'acier, le ciel lancé comme du sable se lève autour de toi. Il ne te reste qu'à ouvrir d'un doigt délicat les ailes de l'oiseau noir aux yeux clairs. Vous venez de l'entendre, et très souvent dans cette œuvre, c'est une forme dialoguée qui prévaut. Je lis dans Ophélie, par exemple, « Je t'écris dans les larmes du monde, elles aussi semblent avoir à te dire. » Un peu plus loin, « Comment m'as-tu retrouvé? As-tu donc su toi aussi te pencher? Nous sommes deux dans ce miroir. » Donc il y a ce je et il y a ce tu, qui font route ensemble, s'interpellent, se confondent, se perdent, se retrouvent, dans un anonymat où il semblerait finalement que l'île nommée tienne moins à un espace de
l'imaginaire qu'à des confins du sacré. Le poète, comme son poème, se voit originairement double, comme sont les demi-dieux. Le tu auquel il s'adresse est autant lui-même qu'une toute autre réalité qu'on peut deviner. Alors c'est le mot, c'est le poème, la chose, le monde, le livre, l'ami, avec un grand A, qui de rechef se démultiplie en nombre de manifestations, qui allie la tendresse humaine ou le pur parrainage d'esprit. L'eau vive et nue, comme dit le poète, ou la puissance tutélaire, qui va de périssable en absolu. Voilà un vers, par exemple, où l'absolu se voit, si l'oiseau seul chante la nouvelle du ciel. Le je et le tu sont irrémédiablement éloignés, mais si éloignés soient-ils, le poème tisse entre eux un lien persévérant. Il parle à l'autre, et c'est dans une autre nuit que le poète peut se dire une ombre qui parle à la vie. Ce lien, assurément, comme nous l'avons déjà indiqué, c'est celui du désir. Il est commun de le trouver à la base de l'œuvre d'art, mais on reconnaîtra sa singulière primauté dans la poésie de Tison. Et là, c'est un détail, n'est qu'un détail, mais qui fait sens tout de même. C'est pas pour rien que ce monsieur signe ses livres d'une anagramme de son nom. Désire ton récif. Vous recalculerez, vous verrez que ça fait Frédéric Tison. Bon. Le désir est ici responsable d'un éros qui, se dérobant à toute sublimation, s'affirme en poème. Ainsi, dans Ophélie, cette phrase assez terrible, l'amour, non pas lui, mais son corps, sa courtine et son port, mais le ventre brûlant de son large, mais ses demeures et ses âges, ses heures, ses épaves. Dans un monde qui en totalité se regarde en désir, le corps est placé au centre et il accède à une dignité, la dignité du corps vainqueur. Un poème intitulé L'homme au loin. Comme le fiancé des arbres, comme l'amant des ombres, comme celui qui patiente à la porte des fées, comme en rêve et comme dans une symphonie. Regarde l'homme au loin, il avance vers la colline, d'où tu viens déjà fier. Tu ne dis pas de lui, il sait, le vent qui souffle et s'en va, mais ne pas mieux que lui. Tu pourrais dire il ne sait pas, pourtant tu contemples aussi son pas lent, qui, mieux que vent, te raconte le silence, en ses vies, en sa beauté peut-être, dans la plaine des pieds courbés, comme d'un visage sans tristesse, comme d'une eau, comme d'un grand parc où s'asseoir au soleil, comme de leur lac, et comme de leur passage, sache l'homme au loin. Il est l'ardent et le désir, dont tu sais le profond château noir. Il est l'ardent et le désir, il franchit les collines, homme au pas lent, paysage, dont au ciel le doigt montrerait les nuages, indiquant les vents, les invisibles vents, forme de ses seuls voyages. Le poème entier, je vais citer un extrait pour le faire relier à l'instant. Non pas l'amour, l'admirable amour, non pas lui mais son corps, non pas lui mais ses mains, mais son navire, son havre et son chagrin. Aimer un corps, est-ce seule offrande? L'amour, non pas lui mais son corps, sa courtine, son corps, mais le ventre brûlant de son large, mais ses demeures et ses âges, ses heures, ses épaves, dans l'herbe, sous l'œuvre de vent. Aimer un corps, est-ce seule grâce? Non pas lui, son visage qui parle, mais ses roses démasquées. Outre le désir, participe également d'Eros cette autre puissance dont le poème si riche chez vous, c'est la mémoire, qui elle aussi est omniprésente.
Ainsi, il arrive que dans la confrontation permanente qu'elle entretient avec les figures de notre passé, dans la familiarité qu'elle s'autorise avec les mythes ancestraux, c'est parfois la mémoire d'un maître que l'on entend d'ici, dans la dérive des anciens vents. Et un maître qui est à la recherche sans espoir d'un héromène perdu. On entend dans un beau poème « Hélas, hélas ». Et donc on pense évidemment que ce maître, Héraclès en l'occurrence, n'est pas loin dans son désespoir. Et cela, alors même que le grand flot de mémoire qui est dans vos poèmes englobe au fond bien au-delà, comme vous le dites assez longuement dans la Félie, et là je vous recède la parole, sur la mémoire. Ma mémoire sèmera même le vent. Elle grandira lentement, à l'imitation des ombres dans les jardins des rois. Elle restaurera le mur brisé. Elle épellera les bibliothèques de pierre et d'argile. Elle convoquera les temples en fleurs, les statues bleues, jaunes et rouges, la force des colonnes contre les arbres. Elle réveillera les personnages aux vêtements éclatants qui glissent sur les dalles luisantes, près des verrières du ciel où passent les fumées. Elle rappellera les cathédrales inachevées, le château de beauté, le Trianon de porcelaine. Ma mémoire ouvrira les œuvres vives et les œuvres mortes. Elle créera les dromons de Byzance. Elle armera les galions de France. Elle rappellera l'ombre et chantera l'heure et le jour. Elle chantera les nuits attiques et le nombre enchanteur de Romain le Mélode. Te souviens-tu d'Olugène recueillant les livres négligés dans le port de Brin? Et sauras-tu retrouver les syllabes de l'hymne? Elle n'oubliera pas le lierre, sans mort ni génération, qui orne les freins. Avide des buées sur les miroirs, elle élèvera cénotaphes et tombeaux sur les terres aveugles. Elle conviera les saints et les anges qui devisent sur des terrasses d'or, les poètes qui chantent sous l'arbre de comète mûre. Toi qui lisais des contes dans un palais de pierreries, qui portais un rubis à l'épaule, une émeraude au pouce droit, tu es revenu dans le lit supplicié des villes avec ton visage d'enfant, avec un autre chant, et pourtant n'est-ce le même, avec une autre corde peut-être, avec un autre vent. Tu reviens avec des nœuds à défaire et des sources à répandre, et la rue déchire ton vêtement, et te voilà, otage du vent, traversant cette demeure, semant d'autres fleurs, couvrant d'autres eaux avec le temps. Et vous, ville, ô vous, ville de désert, ô vous, miroir, ô vous, archives, oui, ville où les oiseaux ont peur, que ne vous ouvrez-vous à cet air, à cette pluie nouvelle, à ce vent de récitant, à cette neige? Le chantre d'une mémoire globale, c'est ainsi que vous apparaissez. Mémoire qui est plus active que nostalgique, et à tel point que, comme fasciné par son pouvoir d'évocation, évocation au sens propre, qui est celui de rappel des disparus, de rappel des morts, vous vous demandez à un moment, as-tu été le voyageur ou le mort qui se souvient? Car, comme vous l'annonciez dans la note liminaire d'Aphélie, je vous lis, chacun de nous interroge sa nuit, mais cette nuit est-elle notre origine ou notre histoire? Origine ou histoire? La nuit de l'âme est peuplée de figures où se cherche une identité. Et parmi elles, la toute première, en ce qui concerne votre poésie, la seule d'ailleurs peut-être qui concentre la plus grande part des multiples et parfois contradictoires aspirations du poète. Ces aspirations, la parole, l'écriture, le livre, l'imagerie, le passé des langues, le chant ininterrompu, la liberté de l'âme dans la méditation incluse, eh bien c'est celle d'un personnage qui est au centre de votre livre Les Ailes basses, un moine, le moine Edwin, qui en XIIe siècle, vers 1140, fut l'auteur,
le copiste, en tout cas, d'un psautier enluminé qui est devenu célèbre et qui est conservé pieusement aujourd'hui à la bibliothèque de Trinity College à Cambridge. Nous voyons ce personnage dans les quelques poèmes que vous allez lire maintenant. On va revenir après à d'autres. L'on dirait que jadis tu fus moine, avec Dieu pour elle, que tu perdis tes fleurs, ton nom, ton sang, dans un jardin de vent où ta bure se mêlait aux fleurs, se mêlait aux feuilles supérieures, tirant à peine sur le verre. Et tu fus autrefois celui que l'on ne voit pas, cette main dans les marges, ou le doigt effacé, traçant en bas latin le rêve rouge et vert, en la chair de bois, d'où tu peignis tous les livres. Je suis pas immortel et friable, au beau milieu d'un livre, en poule verte, brodée de rinceaux. Et mes mains désarmées orchestrent sur la page de dieux, blancheurs et encre. Mon nom est Kelvin, et d'une abbaye sonore, et dans le petit silence et le silence immense, j'ai chanté, je chante et je chanterai, la page et la mélancolie de la page où je fus oublié. Et seul en ma cellule, d'où l'on voyait seul ma jalousie au monde que je quittais blessé, le désir à ma fenêtre avec le vent qui venait. Et sur ma table navrante secouait, toute feuille, tout entière d'or et délaissée, à l'or et l'air et pas incertain. Mon ventre ailé, mes ailes froissées. Ma main aimante, mais jalouse, comme un premier Dieu partagé. Alors j'étais seul, à ma fenêtre de pensée, et triste et méchant, et désirant toute la mer, comme j'étais ce creux d'où la musique veut fuir. Dans ce dernier poème, qui est intitulé, vous l'avez dit, Cellule jalouse, on entend frémir tout le désir aimanté vers le monde qui assaille cette cellule jalouse du moine. Et n'est-ce pas là encore toute l'allégorie de ce qu'est réellement votre poésie? Un Dieu partagé entre la contemplation apollinienne d'une fenêtre de pensée et les vivacités d'un élan dionysiaque. C'est que, non loin de cette cellule jalouse, mais aussi dans les enluminures même du livre, court, véloce et rayonnant, le jeune héros d'amour, dont le nom, Isnel, signifie agile, prompt, rapide. Isnel, voyageur blessé, et dans mes pages, son image jeune blessée, séparait les rochers. Jamais jardin ne fut tout entier ce garçon, jamais les fleurs de ses talons et les simples, toute sa voix, ses membres amoureux, parmi les allées, dessinées dans les lignes de mon image coloriée. Jamais les bois, jamais la clairière de licornes effacées. Un poème intitulé Les caresses. Cette voix dit, n'aie pas peur de tes lèvres, ni de ton ventre, ni surtout de ces deux ailes, baissées sur l'âme de tes caresses. Penche-toi sur tes cuisses dorées de poils, que nul n'a vu prairie, et que t'importe lorsqu'un ciel peut se déposer. Aime un ami qui est en toi, avec, également, ce démon que tu connais mieux. Et c'est là que je voudrais poser une deuxième question, mais qui d'une certaine façon est un peu la reprise de la première. Pouvez-vous nous dire ce qui, dans cette alliance, opposition entre ces deux figures, Edwin et Isnel, ressortit à la dialectique spiritualité-sensualité que nous évoquions précédemment? Et plus largement, qu'est-ce que représentent pour vous dans le poème ces deux figures dominantes? Alors, ce sont deux noms qui apparaissent dans un livre précis, il y en a d'autres dans d'autres livres. En ce qui concerne ce livre-là, effectivement, il y a Isnel et Edwin. Et c'est ce que j'appelle pour moi des figures rêvées. Parce que je les ai en quelque sorte suscitées en moi, après des lectures, je les ai suscitées dans mes textes, pour revenir en quelque sorte à un réel, à quelque chose de sensible, avec des moyens différents de ceux du réalisme ou de l'autobiographie. Alors, Edwin de Canterbury,
C'est un personnage donc, que j'ai rencontré dans mes lectures médiévales, différents textes. Je peux vous montrer son image, là, c'est une mauvaise reproduction, mais il est représenté, c'est un des premiers autoportraits qu'on a de lui. Voilà, il est représenté dans un... On peut le faire circuler si vous souhaitez. Donc il a vécu dans un temps qu'on a parfois qualifié de renaissance du XIIe siècle. C'est un historien, Jacques Verger, qui en parle, qui a un très beau livre, avec l'essor des villes, avec la redécouverte partielle de l'héritage antique, l'édification des cathédrales, la théologie de la lumière, une très belle théologie de la lumière. Et c'est un personnage dont on sait peu de choses, comme beaucoup de personnes de cette époque. Et donc on a ce probable autoportrait qui circule parmi vous. Et donc dans Les Ailes basses, j'ai utilisé ce personnage pour en faire l'incarnation d'un regard livresque sur le monde, en lui attribuant quelques poèmes méditatifs ou introspectifs. Et c'est aussi pour moi l'occasion, ça a été aussi pour moi l'occasion, entre autres, d'interroger ce qu'il y a de chrétien, en quelque sorte, en moi, enfin, c'est-à-dire dans la civilisation où je suis né, j'interroge cela, enfin c'est quelque chose qui est pour moi très important. Comment est-ce que je suis tissé de cela, comment est-ce que ce que je pense c'est-il nourri de cela, et je pense que ça nous concerne aussi tous, hein, quelle que soit la civilisation où nous sommes nés. La civilisation où nous sommes nés, comment dire, nous amène à nous interroger sur notre rapport au temps, à la vie, à l'amour. Ça, pour moi, c'est essentiel. Et encore une fois, ce qui m'intéresse, c'est moins le religieux que le sacré. Le sacré, c'est plus important pour moi. Si j'étais né, par exemple, au Sri Lanka, je m'interrogerais de la même manière sur le bouddhisme, par exemple. Alors, Isnel, c'est un autre versant, c'est donc un mot d'ancien français qui, comme l'a rappelé Paul Farelier, signifie rapide, agile, prompt. Et Du Bellay, dans sa défense illustration de la langue française, regrette sa disparition. Il le regrette, il dit. Et pour ma part, je regrette également sa disparition. Je pense que nous n'avons jamais assez de synonymes, sans compter que la synonymie parfaite n'existe pas. Et que donc, plus la langue est riche, plus elle est nuancée, et mieux nous voyons. Et puis bien entendu, le mot Isnel en lui-même, sa sonorité, son rythme est très beau, je trouve en tout cas. Et donc à la suite d'Évariste de Parny et puis également de Lamartine, j'en ai fait un nom propre. Pour moi, c'est l'incarnation d'une sorte d'ami idéal, de complice parfait. Et je pourrais dire aussi, une formule que j'ai préparée bien entendu, dont j'ai réfléchi, c'est le désir sorti du miroir. Et il s'incarne dans un corps imaginé, qui est le modèle du corps aimé. Et puis donc plus largement, c'est pour ça que je peux parler d'autres personnages, j'ai toujours aimé ces personnages dans la poésie, ces noms propres particuliers, Béatrice chez Dante, Laure chez Pétrarque, Délice chez Sèvres, et puis aussi Hélène et Élisbeth chez Pierre-Jean Jouy, qui sont donc des personnages à la fois des muses et des souvenirs, à mi-chemin entre la vie vécue et l'imaginaire. Et donc ce sont à la fois des êtres de langage et des réminiscences d'un corps désiré, d'un corps désiré. Et tout cela est inextricablement mêlé très souvent. Et donc c'est pour ça que cette question rejoint celle que vous m'avez posée tout à l'heure. Le poème est vraiment le lieu privilégié où peuvent s'exprimer ces degrés de réalité. Il y a d'autres très grandes figures que vous n'avez pas citées, et une, évidemment, qui, à tout poète, est, j'allais dire familière, non peut-être pas, mais en tout cas qui est étrangement présente, qui est dans la singularité de votre démarche personnelle, vous ne pouviez pas éviter, c'est évidemment celle d'Orphée. Nous la voyons dans les deux poèmes que vous pouvez lire maintenant. C'est vrai qu'Orphée, c'est une figure incontournable, on peut dire, mais
mythe est suffisamment riche et nuancé justement pour qu'on puisse... Il est inépuisable. Alors, un poème issu des effigies. J'ai tant perdu dans l'orphée des nuits pour y saisir une ombre plus que femme et musique, si belle, dont on pourra avec une flamme la dessiner avec l'or complice des nuits. Je reviens avec des bribes de pensée, une bouche me recrache avec ses voix, je reviens avec des neiges et des regards. Je reviens avec l'enfer comme une pierre, j'emporte avec moi tous les instants, sinon toute la perte. À présent, un poème en prose issu des Deux des Portes. Est-ce là moi, cette tête détachée qui chante sur les eaux, avec du sang dans les cheveux, parmi ces branches liquides, ces fleurs, tout ce dont je me souviens? Est-ce là le bref amant d'une femme ensevelie, d'un fils du vent? Est-ce là encore l'enchanteur des animaux et des bois? Cette ombre, ou rôde d'un visage, porte-t-elle encore un nom? Et serait-ce le mien? J'entends et je vois des silhouettes qui murmurent sur la rive, et des chandelles qui rêvent vacillantes dans les arbres. Là sont les spectres qui me rejoignent. Ici s'élèvent des chants, et deux parmi les plus beaux noms du monde, Eurydice, Eurydice, Calaïs, Calaïs, résonnent à l'unisson entre mes lèvres. Et enfin, il y a aussi la figure du Christ que vous n'hésitez pas à peindre. Une figure étrangement humaine d'ailleurs, plus que divine. C'est une allusion à un passage de l'évangile de Jean, le doigt dans le sable, quand Jésus écrit sur le sol. Voici mon Père, il est fragile et sombre, arbre subtil, et ses branches tâtonnantes ont à la fin formé. Soutenez-le avec le vent, avec la danse, avec la veille, très lentement, avec l'amour, et loin du remords, celui dont les doigts se défilent avec le monde. Toute l'absence me revient à moi, le Fils. Dans ma vie, encore 1000 fois immobile, je me suis retourné, œil de femme, de Lot, celle-ci pour l'horreur dans le regard et les plaintes, et j'étais au bord de la mer. J'étais 1000 colonnes de sel et amères, larmes au bord de la mer, où tout navire saurait rêver à l'aube de ses vagues. Et me voici dès lors loin des douloureuses mers, sur une barque sur un lac, au bord des terres humaines. Et voilà le Père en l'écrit où je suis seul tremblant. Voici la fumée dont je dois faire un être. Deuxième poème, intitulé Le beau sourire. Tu souris, Jésus, malgré les docteurs rêveurs, et ton sourire est un ombrage dans ton visage, ou dans les livres qui te déchirent, où tu es la fleur devenue. Quel sourire, quel beau sourire, plus gracieux que le mien, timide et sans blancheur, timide et sans lac et blancheur, et plénitude, ma sérénité, ton sourire beau comme une feuille blanche. Je vois des pages blanches, éparpillées en épis. Elles furent remplies de battements d'ailes noires et de larmes, vacarmes et oiseaux de cire dure. Tu as un si beau sourire, celui qui me fait penser à un immense champ d'épis, lentement sous le vent. C'est tout le début, et dans l'ensemble de son cours, jusqu'à aujourd'hui, l'œuvre de Frédéric Tison n'a cessé d'interroger. Aussi, sur l'étoile du soir de son dernier livre, gravitent des questions de feu, car Noctifère se lève dans l'heure où nous sommes les plus seuls, dit le poète. On voit qu'il s'y est mis tout entier dans cette dualité Aphélie-Noctifère, et qu'il accentue encore l'effet de miroir de ces doubles visages. Noctifère, on peut en effet le lire comme un vis-à-vis de chair et d'âme, affrontement d'une chair de lumière et d'une âme d'ombre, avatar d'une lutte avec l'ombre. Tout se passe comme si la puissance inspirante, penchée sur l'inspiré, lui soufflait les mots. Vous allez entendre. C'est moi,
toute l'étendue de ton parc et ce corps que tu croyais défendu, ces feuilles ardentes, rassemblées dans les cendres où je reviens. Un arbre change dans l'arbre. L'automne sur mes mains a forgé cet oiseau, rouge et neuf hautement dans le ciel. Et tout se passe comme si l'inspiré ratifiait cette identification à lui-même. Cette identification qui le comble autant qu'elle le touche. Nous nous mouvons dans une nuit immobile. Et ce n'est qu'ainsi que je t'aperçois. Perdre est notre long chemin. Or, nous allons voyager, tout est splendeur, tout est navire et recommencement. Tu es tout entier dans la nuit qui te respire. Et dans mes mains glacées, un peu de cette lumière que tu as façonnée. D'autant que l'étoile illumine aussi l'hymen terrestre de l'un avec l'autre. Et l'un avec l'autre, ce sont peut-être aussi l'un et son double. Noctifère, ô Vespère, Vespère au noctifère, voici la chambre nuptiale. Accueille mes ombres, je t'en prie, et veille-les de tes rayons. Recueille ce corps qui vieillit, nos deux visages, dont les yeux te ressemblent. Et pourtant, le poète sait qu'il ne trouvera là aucune proximité existentielle, aucune aide pour ce qui est le devoir ultime, et ce devoir ultime, c'est déchiffrer le grand livre. Te lire, oh véritablement te lire, comme je lirais le monde, ou ce livre qui m'attend sur la table. Il me faudrait le plus haut, le plus lointain regard, la plus épaisse des loupes. Il me faudrait veiller un siècle en ta présence et me taire immobile. Dresse pour moi, veux-tu, ces tentes de soies et d'éclairs où tu siégeas longtemps. Porte-moi sur les esplanades de pierre où passe le cortège des vivants de manteaux gris. Porte-moi sur les ponts de fer que tu jettes au-dessus des ciels qui sont. On peut se demander si là, une limite ne serait pas atteinte pour ce dialogue entre le poète et son autre désiré, pour ce dialogue de lui-même avec lui-même et en lui-même. Est-ce qu'un vide ne menace pas de se creuser, comme il est dit, qui résulte parfois des unions mystiques? Est-ce que une surdité subite serait possible? Le poète semble la redouter. Je cite, « Si tu sais qu'alors personne ne t'entend et qu'un Dieu même est distrait », là, l'engagement poétique pourrait toucher au péril des hauts fonds. Les embruns viennent vers moi répandre l'amour dont je n'ai fait que parler. Et pourtant non, la parole, une fois encore, sera le vol de l'oiseau sur le silence où se réconcilie le monde. Où sont tes traces, les vents sur tes rives, les blessures de tes rames? Quelqu'un respire dans tes voiles, quelqu'un s'enivre sur tes passerelles et tes ponts. Toi, dont 100 visages ont passé, sais-tu l'entendre et lui répondre? Il y a sur la mer un silence que tu traverses en oiseau qui s'est effrayé. L'horizon s'allège, c'est le monde entier qui danse et veut accompagner tes sillages d'argent doré. On le voit bien dans ce poème qui vient d'être lu, il y a quelqu'un qu'il faut entendre et à qui il faut répondre. On l'avait déjà évoqué tout à l'heure, une dialectique s'instaure entre une puissance qui inspire et un inspiré. Et une inspirée ne cesse de se chercher lui-même en allant parfois jusqu'à s'identifier à la réalité inspirante. Alors c'est ici, sur ce mouvement profond de la poésie de Frédéric Tizon, que je voudrais provisoirement, en tout cas en ce qui me concerne, clore cette présentation. Mais je demande aux poètes de nous lire 2 séries de poèmes qui sont tirés respectivement des livres Le Dieu des portes et Aphésie. Là, ce sont des variations tissées à l'infini, et dans la multiplicité des visages transparaît l'être mystérieux et tutélaire dont la caisse semble occuper toute son œuvre. J'aime le vent, et chaque vent me déçoit.
Je suis celui qui ne demeure pas, et les vents qui sont de la ville et mes toits ne savent assez me répondre. C'est là cependant que j'ai souhaité souffrir, et c'est là que je bus à des bouches des voix que sans cela je n'eusse pas connues. C'est ainsi que j'ai compris la mer et quelques oiseaux. Les rues que je passe s'achèvent dans l'éclair noir d'une corneille. Des perles sales désolent mes fenêtres. Les voix succombent dans l'air. Je ruisselle sur les vitres des tours, mes larmes glissent sur le verre, leurs traces me navent. C'est pour cela que chaque vent me manque, que chaque vent me déçoit. Ce sont quelques murmures autour d'elle, quelques murmures autour de lui. Il y a de la nuit dans leurs mains, de la buée sur leurs lèvres. Nous les voyons écrire sur la cire du monde, tandis qu'un autre livre est dans leurs mains, une autre buée sur leurs lèvres. Observons-les dans un miroir proche. Le ciel est si bas qu'on voit ses ombres aujourd'hui. Une porte s'ouvrait sous les branches. Il attendit pour la franchir que baisse le jour. La nuit semblait revenir de loin. Alors elle, celle qui n'a pas de nom, le suivit en silence. Comme sa main dans la sienne était douce et sable et velours. Il n'y avait pas au monde d'autre colline que ses seins. La porte se referma sur eux sans un bruit. Il y eut un temps, il y eut un soleil. Alors seulement les oiseaux consentirent à revenir, et de nouveau l'arbre chanta. Un jour, elle s'appela Olympie, du nom d'Olynte, la grecque, la ville des mosaïques et des figues. Parce qu'elle était silhouette, je la peignis avec les noirs de mes encres. Comme elle se retint sur les berges du fleuve que je créais pour l'aimer, pour l'écouter. Comme elle se fit cette inoubliable ligne que je voulus écrire. Elle savait que ma page ne la pouvait circonvenir. Et son corps fut fait de pierres et de couleurs. Et elle mourut en laissant son nom gravé sur des portiques et des pavements. Sa silhouette ne se détachait pas assez sur les collines. C'était comme une brume timide. Ce soleil bas, comment l'eussé-je saisi? Le chagrin est une ombre portée dans la forêt de sa voix. Son rire est un oiseau délogé. Il me fallait davantage que son jardin. Il me fallait son visage devenu pour le saisir entre mes mains et le sauver de l'injure et de la perte et de l'ombre soudaine par un baiser, par ma voix confiant mes souffles à sa bouche et déposant sur ses lèvres les fleurs humides du rêve de mes noms. J'attendais l'élégance de ces allées, et me voilà trébuchant dans des branches plus enchevêtrées que les ronces autour du château de la Belle au Bois dormant. Et je fis d'elle un visage où je posais mon regard, et je fis d'elle un langage dont le miroir retournait aux eaux lourdes de ses bras. Sa musique commençait avant le vent de toutes mes branches. Tous mes arbres l'appelaient, et je la vis tomber dans l'ombre, contre les herbes que j'avais placées près de la rivière. On raconte que nul ne me compare. Je ne fais pas de bruit, paraît-il. On dit déjà que je connais la lente histoire des fleuves dans les rues. Il paraît que je suis le prince de l'envers et de la fumée, que je caresse les oiseaux et les fleurs d'un autre parc. On dit que j'augmente le ciel et le vent. Il paraît que je suis l'une de vos pensées. Soudain les vents emportent la rue, et ce qui tombe à vos pieds avant d'être emporté demeure encore cette pensée. Depuis longtemps, on raconte que je fis donner des balles, auxquelles je n'ai jamais paru. Le vent apportera les mêmes images, les mêmes phrases, les mêmes cadences, et le monde demeurera cette harpe inemployée. Cet océan aura le corps d'une flamme, et les vagues, en se retirant, laisseront toute la place aux coquillages murmurants. Le ciel, un même ciel, sera parcouru d'oiseaux qui s'étonnent. On aura tout négligé, tout perdu, et dans la ville on oubliera les anges qui se penchent te connaître à jamais. Il y aura cette même fleur qui touche aujourd'hui le bord de ton chemin, haute, douce fleur, reine nouvelle, parée de la robe immortelle. Te souviens
souviens-tu de ceux qui se penchèrent tour à tour dans l'extrême jardin du roman de la rose? Ne l'oublie pas, toi. Incline-toi. Parle à la fleur, avant la cendre douce qui te serre. Solitaire est l'avant-dernier nom de ton ombre sur la terre, en attendant la nuit. Les arbres, te semble-t-il, ont un autre visage lorsqu'ils se penchent sur toi. Tu sais toute la mer étonnamment bleue où leurs branches se baignent. Sous cet immense mensonge, il t'apparaît que tu erres au bord du soleil. Le monde bientôt roulera ton corps dans les galaxies de diamants, sur des terrasses de poussière, au seuil de ports tremblants, et passant entre les milliers de rives et de sillages, parmi les oriflammes, paraderont des vaisseaux de lave, de champs et de lumière. À présent des poèmes extrêmes d'Aphélie. Je suis l'arme, et la plus douce des larmes qui naissent du regard, la plus étonnée des larmes, la plus pure, ai-je longtemps cru. Je perds où commencent Vaudes et forêts, je noierais villes, collines, tertres, châteaux et campagnes, si j'étais amère. Vois, j'augmente les sources de toutes mes vagues, je coule sous tes arbres. Ajouteras-tu, là, de tes yeux quelque éclat? Je suis l'arme la plus lente qui pèse sur ta joue. J'habite un feu noir, une herbe courbée, une tour aux premières marches brisées. Je me meus dans la marge des livres. C'est moi, le petit visage d'encre qui regarde ailleurs. Moi, le rinceau rêveur. Moi encore, la petite main crayonnée qui signale le passage. Je suis une ombre qui parle à la vie. J'ai vu de l'or dans les yeux du monde. Serais-je un soupir qui parle à ce désir? Je suis l'Aphélie. Des falaises rongées du ciel étoilé, je rapporte des gemmes, des comètes, des yeux, des astres amoureux. Je déroberai tes haltes et tes chemins. Oh, moi aussi j'ai voyagé, j'ai cherché mon pays, et quelquefois je fus aimé. Parfois, des yeux et des bouches m'ont trahi. J'ai connu des collines et des sables mouillés. J'ai su des regards d'épouvante, de désir et de foi. J'ai tenu des carnets de voyage inachevés. Je suis le brouillon d'hymnes, d'odes et d'évangiles. Je ne dirai pas tous mes visages, je te laisserai me voir. Grande salle vide que hante la beauté, le parquet de vieux vaisseaux, les plafonds de bois rares et vieux clous, et les fenêtres du donjon s'ouvrant sur l'odeur et la palette des rouvres. Souviens-toi de ces livres ouverts partout dans les chambres, rappelle-toi ces lampes violentes sur les tables, ces visages sur les pages, ces ombres alentours. Suis-je un lointain qui parle en toi? Suis-je, ne frémis pas, plus près de toi que tu l'es de toi-même? Un poème qui commence par les mots qu'a cités tout à l'heure Bernard Fondy. Il y a autre chose que le vent, dans le vent qui s'en va. Il y a l'heure et le malheur de tes voix. Il y a des yeux clairs, des mondes et des corps, des milliers de tendresses. Il y a d'autres mondes, d'autres corps, et l'amour et son corps, et l'échec de tes os, des prières, des oiseaux, des appels sans mémoire, et les tombeaux déserts, les voix des sirènes et des faunes, et les rêves des tris, les arpèges des lunes et des soleils, les heures éternelles. Il y a autre chose que le vent, dans le vent qui s'en va. Et enfin, un dernier poème qui est le dernier de Aphélie. Je touche tes épaules, je laisse glisser mon ombre sur la pierre d'angle de tes portiques. Je suis l'ombre qui toujours t'a suivi. Comme toi, j'ai demandé à l'eau, à l'arbre, aux villes et aux hommes qui je suis. J'ai travaillé, ainsi que l'air, la vague, le feu, ainsi que le bois, la semence et l'ordure, à la vie. J'accompagne ce qui passe, ce qui demeure et appelle. Je suis ce qui se narre, s'oublie
et s'invente après toutes les pluies. Je suis la fumée sur une veine de marbre, la brèche sur l'écorce. Je suis quelques clés pour un millier de serrures. Je me tiens près des havres. Je suis celui qui veille les femmes. Je suis le nom auquel tu n'as jamais pensé. Je ne sais pas qu'il faut remercier les deux, aussi de la brillante présentation de Paul et de l'excellente présentation et de l'excellence des poèmes de Frédéric. Je vous laisse la parole si vous avez des questions à poser. Je voulais vous dire merci à tous les deux, bien sûr, mais merci Frédéric. J'ai lu ta poésie, je l'aime. Je sais que tu as une voix qui l'accueille magnifiquement. Et depuis que je t'ai entendu lire, tout au long de la séance, je me suis dit, c'est le petit-fils de Supervielle. Il y a quelque chose comme ça, tu sais, et tu termines par un poème où tu parles de l'épaule, et j'ai ce vers de Supervielle, dès le début, qui me trotte dans la tête, ne touchez pas à l'épaule du cavalier qui passe. Il y a quelque chose comme ça chez toi, qui est finalement bien sûr l'évocation du mystère, mais quelque chose de plus. Évidemment, je ne sais pas quoi. Merci. Heureusement. Je ne sais pas quoi. Ouais. Je suis très émue, j'ai trouvé très beau. C'est difficile pour moi d'avoir un avis sur la façon dont je lis mes propres textes. Il est vrai que je travaille, quand je travaille, je lis toujours pour moi-même aussi à haute voix. Je les entends en moi. Quant à la qualité de la propre prestation, c'est pas moi qui vais le... Mais effectivement, je pense qu'il faut faire toujours très attention au rythme qu'on adopte pour les lire. Alors là, il y avait aussi un peu de timidité de ma part. Je suis un peu impressionné aussi par... voilà. Mais ça me fait plaisir. Moi, je vous ai peu lu jusqu'ici. Et ce qui m'a frappé justement au début, dans cette intimité de la parole, c'était le souci du rythme, mais cette capacité à ne pas faire d'effet inutile, à laisser les mots parler d'eux-mêmes, à la poésie parler d'elle-même, et sur un ton qui pouvait paraître apparemment monotone, mais qui en fait était un véritable révélateur de ce qu'étaient les purs de la poésie. Voilà ce que je voulais dire. Chaque époque a sa façon de lire la poésie. Il suffit d'entendre les enregistrements qu'on a de poètes du début du XXe siècle, qui sont des traits déclamatoires. On a des enregistrements par exemple aussi récemment, j'en ai entendu un, Pierre-Jean Jouve qui lit ses propres textes. Alors lui, il amorce une sorte de transition entre le côté déclamatoire un peu, bon, faut bien dire, un peu ridicule que l'on connaît, mais qui n'était pas du tout ridicule à l'époque, et une plus grande intériorité qui se fait jour, peut-être dans les années 60, je ne sais pas, quand on écoute les poètes lire leur propre poésie, il y a cet abandon du côté déclamatoire pour arriver à une grande intériorité dans la diction. Mais pas chez tous. Oui, enfin... Encore aujourd'hui, non, c'est très particulier. Ce que j'ai ressenti également, et c'est peut-être en prolongement avec ce qui a été dit, c'est une forme de lyrisme intériorisé dans cette écriture que j'ai vivement appréciée. Ça me fait plaisir parce que le lyrisme, j'y tiens énormément. Sachant que le lyrisme, c'est extrêmement varié, bien entendu. Je dirais un bon lyrisme. Oui, ça me touche beaucoup parce que c'est ainsi que je conçois, pour moi en tout cas, l'écriture de poésie. Ça a à voir absolument avec la vie, avec l'étymologie. Mais c'est à l'intensité des braises. C'est normal, il s'appelle Tison. Voilà. Et vraiment, ce cas, la braise,
la promesse du feu et le souvenir du feu, sans sa superficialité. Moi, tu le sais, j'admire beaucoup la façon dont tu arrives à transposer le vécu qui pourrait être banal, quotidien, etc. et le rendre d'une façon... Voilà. Je ne sais même pas qualifier, mais il n'y a qu'à te lire, c'est super. Et j'ajouterais que, en fait, cette poésie qui est en relation avec tout un passé, en fait, il y a des mythes, il y a des allusions multiples. On pourrait y voir une poésie chargée d'histoire. Au contraire, on a l'impression que là, le temps passé allège le texte. Et ça lui donne cette volubilité, cette aisance, ce lyrisme aussi. C'est ça qui me semble justement tout à fait remarquable. Il y a jamais de surcharge dans les évocations du passé. Il y a simplement ce qui les laisse en vie aujourd'hui. Mais il y a des points communs entre vous deux, moi je trouve, à la fois dans votre inspiration, dans votre écriture, je vois des points communs. Michel, peut-être que tu ne serais pas d'accord, je ne sais pas. Non, non. Moi, j'ai vu Michel Je serais Bastien même honoré. Un rapprochement me fait plaisir aussi. Mais en ce qui concerne les purs, un seul mot parfois peut suffire à évoquer tout un monde. Et un seul mot suffit parfois, autour duquel peuvent s'organiser voilà, d'autres évocations. Mais parfois un seul mot finalement dit tout ce qu'il y a. Et c'est presque comme si les autres mots irradiaient tout autour en fait. Et enfin plutôt comme on cherchait le cœur d'une étoile. Alors le mot tout seul ne peut pas. Ça me fait penser à ça me fait penser à l'amour que portait Mallarmé pour le mot Hérodiade. Il aurait aimé peut-être écrire juste, publier un livre où il y avait eu le simple mot Hérodiade sur une page blanche, évidemment. Mais ça participe de cela, c'est-à-dire qu'un seul mot peut susciter tout un monde, même plusieurs mondes d'ailleurs. Je t'ai lu, je te découvre encore autrement, et j'ai apprécié que sans te réclamer vraiment, mais que tu cites Pierre-Jean Joux, parce que je trouve en tout cas une filiation, moi. Je trouve une filiation. Et en tout cas, dans le lyrisme retenu, la musicalité, on a observé, mais ce lyrisme retenu, qu'on retrouve chez Joux, et puis sans parler évidemment de la référence chrétienne, évidemment, et la spiritualité, donc la dualité entre alors on parle de l'apollonisme ou de... On peut dire la chair ou l'esprit aussi. Voilà, on peut dire ça. Chez Joux, c'est très marqué. Oui, oui. Ça l'est aussi. Mais j'apprécie l'harmonie, en tout cas l'harmonie qui en effet lève la dualité et lève la tension en fait. Voilà. Bon, et puis merci notre arrivée pour la présentation. C'était à la hauteur de ça. Merci. Gérard. Je vais simplement faire une remarque, je vais vous dire, sur le prolonge du livre, etc. J'ai eu l'impression, à travers les poèmes que tu as lus, Frédéric, qu'on avait affaire à une immense prosopopée, c'est-à-dire qui parle. On a une indistinction entre le sujet, l'objet, etc. C'est-à-dire, comme d'ailleurs Paul l'a dit tout à l'heure, il y a quelque chose qui contribue à l'harmonie d'ensemble et qui est le déplacement perpétuel du sujet qui parle. Alors, est-ce que c'est l'arbre, est-ce que c'est la mer, etc. J'ai l'impression, enfin, c'était la remarque que je voulais te faire. Et la question qui parle me semble devoir être posée à travers tous ces poèmes, parce que c'est du lyrisme, enfin, je veux dire, c'est du lyrisme, mais c'est pas le lyrisme romantique, bien entendu, c'est pas le moi, c'est la fusion du moi et du monde. Des choses comme ça. Je sais pas ce que tu en penses. Alors, qui parle Je commencerai toujours par... je pense toujours que je n'ai plus donc, dans le langage. Et le langage, dans le langage, ce n'est quelque chose d'autre part dans le langage, qui n'est pas tout à fait nous, mais que nous nous approprions. Alors, ça c'est une première chose.
autre chose, c'est que nous ne sommes pas toujours les mêmes au fur et à mesure de notre existence. Et on peut se projeter un peu à l'extérieur de soi pour voir ce que l'on a été, ce que l'on aimerait être. Et tout ça peut parler dans le poème, justement, avec le jeu entre le je, le tu. Alors ça, ce qui nous vient, le tu, ça nous vient d'Apollinaire, bien sûr. Maintenant, d'ailleurs, c'est incontournable. On lit beaucoup. Et c'est une manière, c'est extrêmement habile d'avoir pensé à ça. Pas seulement un procédé, mais c'est une manière de montrer que la personne qui s'exprime dans le poème est à la fois quelqu'un qui est proche de nous, mais qui s'en éloigne aussi. Enfin, c'est peut-être un... Mais, et encore une fois, le langage est traversé de mémoire. Et donc, je vois ça comme une sorte de strates accumulées dans le temps. Et j'attache beaucoup d'importance à l'étymologie. Alors, sans que ça soit non plus un traité, il ne s'agit pas de faire une poésie absconce, où il faudrait absolument avoir un dictionnaire pour la comprendre, mais il faut... Elle s'enrichit, enfin, le poème, pardon, s'enrichit de ces strates dans le langage. Et donc, qui parle? Eh bien, nous, enfin, le poète, on peut dire, et ceux qui nous ont précédés, les morts, parce que dans le langage, ce sont les morts qui parlent. Frédéric, quelque chose peut-être, le poète est attaché à une langue à l'intérieur de soi qui est en train de se renouveler. Parce que la parole dite ou écrite, c'est une langue morte, d'une certaine manière. Hein? Donc un regard justement sur ce qui s'en va, et puis cette préoccupation intérieure au plus profond, parce qu'on ne se séparait pas de la parole morte si on n'est pas une qui est en train de se reconstruire, de se renouveler à l'intérieur. Donc c'est un peu cette... D'autant que... On sent très fort chez toi ce décalage, cette dualité du temps, quoi. Là et là en même temps. Et cette oscillation entre les deux. Je ne prendrais pas le risque de me détacher, de me séparer, de me déprendre de ma langue, si on n'avait pas une autre qui naissait à l'intérieur. Comme une mue, en quelque sorte. Oui. Hein, le poème, la langue du poème est une mue. Quelque chose qui nous échappe, dont il se sépare. Et c'est pas celle-là, c'est pas la langue du poème qu'on tient, c'est celle qui est en train de se fabriquer, qui est en train de se construire. En plus, nous nous approprions par le rassemblement les mots dont nous servons. Et donc, on les fait danser aussi. Et cela les sort, bien sûr, de leur gang de bavardage. Il y a beaucoup, le poème, c'est vraiment ce qui s'oppose au bavardage. Et oui, enfin bon, il y a un abîme à l'intérieur du mot, et en même temps il y a un ciel. Et tout cela, c'est un mouvement de balancier, en quelque sorte. Tout à l'heure, Gérard parlait de prosopopée. J'irais peut-être un peu plus loin avec le mot épopée. Avec l'histoire de l'évocation de ces Edwin de Canterbury et de ces Disney, il me semble qu'il y a un courant épique qui se lève. Alors, quant à l'épopée, effectivement, nous ne sommes pas, on l'a dit, à une période où une épopée littéraire pourrait naître, quoique, pourquoi pas. En tout cas, pour ma part, s'il y a épopée, ce serait une épopée intime. Vraiment fragmentaire, fragmentée ou fragmentaire. Donc oui. Et puis dans la retranscription d'exploits, ça peut être des exploits personnels, ça peut être des voyages. Oui, dans ce sens-là, épopée. Moi j'entendais épopée plutôt dans le sens un grand chant. Non, bon, cela pour moi c'est... Mais il y en a, il y en a aujourd'hui, et c'est vraiment l'époque de l'épopée. Oui, Patrick. Peut-être se référer plutôt au modèle odysséen et pas au modèle de l'Iliade. C'est-à-dire que quand vous évoquez les morts, c'est le chant 11 de l'Odyssée, quand on est dans ce modèle-là, et je suis assez d'accord
texte qu'a dit Bernard, il me semble qu'en effet, de temps en temps, votre lyrisme a cette dimension-là de l'évocation, invocation, convocation des morts. D'accord, dans ce sens-là, Bernie, c'est ça que pour moi, quand je tendais le terme épopée vraiment dans un peut-être un peu trop restreint, effectivement. Oui, parce que je crois qu'il y a au XXe siècle là, un renouveau de l'épopée qui est Oui, assez intéressant à suivre. Patrick Quillier en est un exemple, Jacques Darras peut-être aussi. Enfin bref, il y a quelques éléments de l'épopée qui se réveillent au XXe siècle. Oui. Il me semble que là, il y a des prémices. Je vous remercie pour votre attention. J'ai remarqué, si je peux me permettre, Frédéric, le silence absolument impeccable pendant que tu disais. C'était un silence vraiment merveilleux. Merci à vous. Merci. Et à la prochaine fois. Il y a, je crois, quelques minutes.